Pour la 100e du décodeur de la communication, je ne pouvais demander qu'à Fred Fougerat, oui Frédéric Fougerat, l'homme de Tenkan Paris et l'associé des cogiteurs. Je ne pouvais donc demander qu'à Fred de venir passer une tête. Et je suis ravi car Fred vient de sortir le 13 mars dernier un nouveau livre, l'anthologie de la com, Paroles de DIRCOM, et justement, à l'occasion de ces nombreuses punchlines sur la com que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux comme X ou LinkedIn, eh bien nous sommes revenus sur les plus poignantes, sur les plus tabassantes, si je puis dire, d'entre elles. Je vous donne un exemple, la communication n'est pas la variable d'ajustement de l'inorganisation des autres. Je vous laisse réfléchir, vous avez 2 heures. Bon, évidemment, je plaisante. Pour cette 100e, je suis très heureux de recevoir Fred Fougerat. Notre entretien ayant été très dense, eh bien vous aurez le plaisir d'entendre Frédéric dans une seconde partie de cet épisode 100. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Frédéric Fougerat, le patron de Tenkan Paris et l'associé des cogiteurs et auteur de ce nouveau livre, Anthologie de la com, Paroles de DIRCOM. La seconde partie de l'entretien arrivera très très vite, mais je n'en dis pas plus et je vous laisse prendre des notes et je vous dis à très très vite. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Fred. Salut Laurent. Comment ça va ? Bah ça va très bien. Alors écoute, moi ça va très très bien puisque tu me le demandes évidemment. Alors je suis d'autant plus heureux que c'est la 100e. La 100e. La 100e, le 100e solo. Incroyable. Ah en plus en solo, 100e solo, donc il y en a eu davantage. Oh là là, il y en a quasiment le double, tu sais, je suis le roi du spin-off. Donc je tiens à te remercier parce qu'en plus tu m'as préparé une surprise. On va le dire à tout le monde, un super gâteau. Je ne veux pas savoir quel genre de tarte c'est. Un gâteau et des bougies. Voilà, pour les 100 ans. Alors bon, évidemment, j'ai pas encore 100 ans, j'ai le tiers de 100 ans, j'ai 33 ans. Comme le Christ, c'est bien connu. Et toi, tu as quel âge déjà? 32? 28. 28, excuse-moi, je t'ai vieilli. Bon, chères auditrices, chers auditeurs, vous avez bien compris, c'est la 100e solo avec Fred. À qui pouvais-je demander, si ce n'est au meilleur d'entre nous? Non, ça c'est trop, mais... Si, mais fais gaffe, ça porte malheur, parce qu'il y en a un qui a fini en prison à cause de ça. On salue Alain Juppé. Bon, si vous ne le connaissez pas, ça n'a aucune espèce d'importance. C'était normal que Fred revienne. Eh oui, après tout, ça faisait à peu près plus d'1 an qu'il n'était pas venu en solo. Donc Fred, tu reviens, tu es chez toi au décodeur de la communication. Je suis très heureux de te recevoir. Et en plus, il y a de l'actualité. Monsieur sort encore un livre. Parce que non seulement monsieur avait déjà commis en 2021 le fabuleux Dico de la com. Le Dico de la com, hein, pour référencer les mots de la communication, là, de l'imprimerie à l'ère du numérique. Garder un peu d'archives et de documentation des mots de nos métiers. C'est important ça pour moi. On est bien d'accord et c'est absolument magnifique parce que justement, on peut tout apprendre. Comme tu le dis, de Gutenberg à ChatGPT. De Gutenberg à Twitter. Oh, c'est super. J'ai presque envie de pleurer. Bon, écoutez, vous avez compris, ça va être un numéro totalement exceptionnel. Donc, monsieur a commis en 2021 le Dico de la com et puis il y avait concomitamment... concomitamment la com est un métier et il y avait eu préalablement... Un DIRCOM n'est pas un démocrate. Exactement. Et aujourd'hui, depuis le 13 mars, dans toutes les bonnes librairies, y compris sur Internet, je ne sais pas si tu connais, eh bien, il y a ce magnifique anthologie de la com. Paroles de DIRCOM. Eh oui, dire comme un jour, dire comme toujours. Oh, écoute, c'est magnifique déjà, plein de punchlines. Alors, ce sont des punchlines des réseaux sociaux. Il y a 5 grands chapitres. Et là, ça tabasse. Hein. Alors attention, je vous les sors, les chapitres. Si vous ne l'avez pas encore acheté, il y aura évidemment tout ce qu'il faut pour aller sur Internet. Et puis allez l'acheter à la Fnac ou chez un libraire, parce que c'est paru aux éditions Bréal. Bréal by Studirama. Et on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes les librairies, même on peut le commander si la librairie ne l'a pas en stock, ce qui peut arriver. Ce qui peut arriver, ou si elle est déjà en rupture de stock, puisque chaque fois que je vais à la Fnac des Ternes, hein, je demande tes bouquins, à chaque fois le mec il me dit « Ah mais on l'a pas, il est déjà vendu ». Bah, j'y suis allé il y a 2 jours parce qu'on venait de me dire que ça y est, il y avait un stock et j'y suis allé le lendemain, il n'y en avait déjà plus. Alors je sais pas si le stock c'était 3 livres ou si c'était davantage, mais faut rester modeste, mais voilà, je voulais photographier mon livre dans les rayons de la Fnac et bon, à chaque fois que je sais qu'il y en a, quand j'arrive, il y en a déjà plus, quoi. Écoute, tu ne vas pas te plaindre de ton succès, hein? Non, je me plains de rien. Alors, il y a 5 chapitres dans ce magnifique livre qui est sorti donc le 13 mars dernier, donc il y a quelques jours, quelques semaines. 1 sur la communication, 2 sur la crise, 3 sur les réseaux sociaux,
4 sur la communication publique et politique et 5 de la pédagogie. 5, c'est la pédagogie, c'est tout le baratin qu'il peut y avoir sur la com, tout ce qui peut nous nuire, tous les fantasmes. Voilà, c'est une façon d'y répondre aussi et d'y répondre sans se prendre trop au sérieux, sans se prendre la tête, mais quand même donner des éléments de réponse aux fameux effets waouh, au petit logo, à la petite vidéo. C'est que de la com, la nana de la com, le mec des réseaux sociaux. Voilà, c'est tout ça, la partie pédagogie. Exactement. Et tous ces gens qui font ça, tu me feras ça vite fait, s'il te plaît. Vite fait, évidemment. En te remerciant par avance. Puisque c'est pas grand chose, c'est que de la com. Exactement, ce qui est assez pénible. Donc c'est vrai qu'on est tous victimes de ça, qu'on soit en agence comme moi, ou de l'autre côté comme tu l'as longtemps été et maintenant en agence. Donc c'est vrai que ce bouquin, achetez-le. Je pense qu'il devrait être remboursé par la sécurité sociale. On est bien d'accord. Ce serait une bonne idée. N'est-ce pas? Pas pour le trou de la sécu, mais... Oui, mais bon. Mais pour l'effet thérapeutique, oui. Et pour l'effet thérapeutique, et puis que les gens comprennent enfin ce que c'est que la communication, que c'est un vrai métier. Alors, je te propose la chose suivante. Dans cet épisode, qui est un épisode formidable, le 100e, encore une fois, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je vais rebondir sur des punchlines. J'en ai sélectionné 24. Je ne sais pas si nous les ferons toutes. 24. 24 punchlines. Et il y aura aussi, parce que j'ai voulu faire partager ce magnifique épisode à d'autres personnes. Alors, j'ai sélectionné, je ne te cache pas, j'ai été très sélect. Donc il y a une dizaine de personnes qui ont posé des questions. Il y en a une qui est un peu en double sur l'IA. Bon bref, je n'en dis pas plus. On va commencer d'emblée. Allez, première punchline. La com, ce n'est pas avoir un avis, c'est un métier. Qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable, hein? Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, tous les communicants ont été confrontés un jour ou l'autre, le sont et le seront certainement encore, à des gens qui viennent leur donner leur avis. Ils n'ont aucune légitimité pour le faire, aucune connaissance des enjeux, aucune connaissance du métier, aucune compréhension des besoins, mais ils ont un avis. En principe, l'avis, il s'exprime par un j'aime, j'aime pas, ou moi j'aurais fait comme ci, ou moi j'aurais fait comme ça, j'aurais fait un peu plus gros, j'aurais fait un peu plus petit, j'aurais fait un peu plus gras, j'aurais fait un peu plus rouge, j'aurais fait un peu plus bleu. Voilà. Des avis, c'est pas ça ne constitue pas les compétences, l'expérience pour faire notre métier. Ça va bien au-delà. Et ces gens qui ont un avis ont rarement un avis sur une question juridique ou sur une question financière, sur une question administrative ou technique. Mais par contre, sur la com, ils ont souvent un avis. Sauf quand on parle de crise. Alors là, tous les donneurs d'avis et de leçons, quand il s'agit de crise, en principe, font un pas en arrière et vous disent ah ben ça c'est une question de com, c'est pour la com. Voilà. Dès qu'il y a du risque, dès que c'est sensible, il y a beaucoup moins d'amateurs. Mais pour donner un avis affectif et personnel, donc qui n'a rien de professionnel, là souvent il y a du monde. Donc voilà, la com, c'est pas avoir un avis, c'est avoir des compétences. C'est pas la même chose. Il n'y a pas de communication sans émotion. Alors ça, c'est très intéressant. Parce qu'en effet, la com, c'est un vrai métier. Tu l'as dit toi-même, on a toujours un avis. Hein, c'est comme un du cul. Et au final, pas de com sans émotion. Je trouve que ça... Comment te dire? J'ai du mal à trouver mes mots, mais je suis très heureux que tu l'écrives dans ton livre parce que aujourd'hui, on a souvent tendance à se cacher derrière beaucoup de techniques, de plus en plus de data. Et en fait, on s'aperçoit que la communication égale émotion. En fait, l'émotion, elle revient très souvent dans le métier de la communication ou dans les métiers de la communication. Mais déjà, souvent, quand on me demande de définir la communication ou quand on me dit, mais c'est quoi la différence entre la communication et l'information? Je pense que c'est la différence est peut-être dans l'émotion. C'est-à-dire que l'information, il s'agit de rassembler des éléments complets, factuels, d'essayer d'être le plus complet, comme je viens de le dire, possible. Et ça, c'est plutôt le travail du journaliste. Alors que la communication, il s'agit plutôt de mettre l'accent ou de mettre la lumière sur un sujet, sur quelque chose que l'on veut valoriser, promouvoir. Et pour faire se distinguer de la simple information, il faut essayer de susciter une émotion. Et ça fait aussi partie des exigences et des compétences du communicant. C'est d'avoir suffisamment d'empathie, d'écoute, d'observation pour connaître, comprendre sa cible et essayer de créer chez elle une forme d'émotion. L'émotion, on la retrouve aussi, par exemple, dans la communication de crise. Gérer une crise, c'est gérer des émotions. C'est gérer ses propres émotions, celles de son entourage, celles des victimes ou des proches des victimes quand l'humain est en jeu, celles des journalistes, celles de syndicalistes, celles de parties prenantes. Donc cette notion de l'émotion, elle revient de façon permanente dans les métiers de la communication. Comment tu expliques que finalement, les gens qui sont autour de nous, par exemple en entreprise, la direction générale ou autre, aient du mal à comprendre ces histoires d'émotions? Je ne sais pas s'ils ont du mal à comprendre ces histoires d'émotions. Ils ont du mal, de façon générale, à comprendre la communication.
Ça s'explique, hein, enfin, en tout cas, il y a des explications. Je dis pas que ce soit satisfaisant, mais il y a des explications. D'abord, c'est un des métiers les plus récents dans l'entreprise avec les RH, donc c'est nécessairement un des moins connus. C'est un métier auquel les gens ne sont pas formés, donc finalement, ils partent de rien et donc ils font avec ce qu'ils ont. Chacun fait avec ce qu'il a quand il ne sait pas. Et puis, il y a beaucoup d'affect dans les questions de communication. Ça touche le personnel, ça touche l'intime. Donc, on pense qu'en fait, par sa propre sensibilité, son avis, comme on l'évoquait il y a quelques secondes, on pense que on peut émettre un avis, mais c'est pas du tout une question d'affect, c'est pas une question d'histoire personnelle, c'est une question de professionnalisme, et c'est ça qui est compliqué parfois à faire comprendre. C'est aussi notre rôle et notre job de communicant de l'expliquer. On peut pas seulement se plaindre éventuellement de la situation, on peut pas dire non, il faut aussi expliquer les choses. C'est pour ça que je pense que la pédagogie, ça fait aussi partie de notre métier. Si communiquer c'est notre boulot, alors sachons aussi communiquer sur notre travail. C'est fondamental, sinon les gens ne comprennent strictement rien ou pensent justement, comme tu le dis très justement, qu'ils peuvent le faire à notre place. Exactement. Souvent, les gens en communication, le communicant, la communicante va présenter son travail et puis va avoir en face pour réponse « j'aime pas ». Mais j'aime pas, c'est pas une réponse entendable parce que ça ne repose sur rien d'autre s'il n'y a pas d'explication derrière. Et l'astuce que je donne aux gens avec lesquels je peux partager, c'est de répondre « mais moi non plus, j'aime pas ». Et alors, à ce moment-là, l'interlocuteur est assez perturbé parce que comment tu peux me proposer un travail si tu ne l'aimes pas? Mais le problème, c'est qu'on ne travaille pas pour faire plaisir ou pour se faire plaisir. On travaille pour servir des objectifs, pour servir une stratégie. Donc, peu importe que j'aime ou que je n'aime pas le travail que je produis, c'est pas parce que c'est de la com qu'on devrait aimer. Est-ce que des chiffres, on se pose la question, est-ce qu'on aime les chiffres? Est-ce qu'un réseau informatique, est-ce qu'on aime son réseau informatique? Non. Il faut qu'il fonctionne, il faut qu'il soit performant, il faut qu'il serve ce pourquoi il a été pensé. Ben, la communication, c'est exactement pareil. Si je dois utiliser du orange, si je dois mettre un éléphant sur une affiche, c'est pas parce que j'aime l'Afrique et les éléphants, c'est pas parce que j'aime le orange, c'est parce que c'est dans ma réflexion et dans l'étude et dans la conception et la création du travail, j'ai estimé que c'était les éléments qu'il fallait réunir pour produire l'émotion, l'effet que je souhaite faire en communication. Donc quand on vous dit j'aime pas, bah c'est pas mal de répondre mais moi non plus j'aime pas, parce que là ça permet de créer un échange. Et en fait, c'est la façon polie de dire j'en ai rien à foutre de ton avis. Comme ça, on ne peut difficilement le dire, ni un client quand on est dans une agence, ni un donneur d'ordre interne quand on est dans une entreprise. Donc celui qui vous dit j'aime pas, vous pouvez pas lui dire je m'en fous de ton avis. Mais si vous lui dites mais moi non plus j'aime pas, alors là tout d'un coup il y a un dialogue qui peut s'instaurer et peut-être de la compréhension qui peut s'installer. Je rebondis sur ce que tu disais, et c'est une de tes nouvelles punchlines. La communication doit servir une stratégie et doit répondre aux objectifs. Là, on revient vraiment aux basiques, aux fondamentaux de notre métier. Hein. Bah exactement, on est vraiment dans le fondamental. On fait pas de la communication comme ça par hasard. D'ailleurs, si on n'a rien à dire, on la ferme. On ne communique pas si on n'a rien à dire. Donc, il faut déjà avoir une histoire à raconter. Et après, pourquoi on raconte une histoire et à qui? Donc, le pourquoi et le pourquoi et le pour qui, c'est des questions qu'il faut se poser en permanence. Parfois on avance, on bosse, on a la tête dans le guidon, puis on oublie un peu le pourquoi et le pour qui. Donc c'est des questions fondamentales qu'il faut se reposer en permanence. Et on ne travaille pas, comme je le disais, ni pour se faire plaisir, ni pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. On travaille pas pour être aimé par ses collègues ou pour être aimé au sein de l'entreprise. On travaille pour répondre à une stratégie dans laquelle on a des objectifs. Et on doit servir ces objectifs. Et c'est ça le travail de la communication, comme le travail de tous les autres services dans une organisation. Une autre punchline. Je crois que c'est une de mes favorites, et celle-là, elle tabasse. Encore plus. La communication n'est pas la variable d'ajustement de l'inorganisation des autres. Alors là, Fred, faut que tu nous expliques, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent en cette punchline. C'est effectivement une des punchlines qui fonctionne le plus, qui tourne le plus. On me demande même d'en faire des t-shirts et des mugs, ce que je vais certainement faire d'ailleurs très prochainement. C'est une punchline qui est souvent affichée, placardée dans des services com ou dans des directions de la com. Et c'est aussi une façon de créer du dialogue. C'est par exemple le cas, j'en ai été très surpris il y a quelques mois quand je me suis rendu à la direction générale de la gendarmerie, ou quand on rentre au CIRPA gendarmerie, et dans le grand couloir d'accès à tous les bureaux du CIRPA gendarmerie, vous êtes accueillis par cette grande phrase qui est stickée sur les murs. Donc, grande phrase dans le sens elle est longue, pas dans le sens elle est merveilleuse. La communication n'est pas la variable d'ajustement de l'inorganisation des autres. Et ça permet quand même d'expliquer à ses interlocuteurs que la communication, c'est pas de la magie. Encore une fois, c'est du travail, et que quand vous êtes
vous attendez qu'il y ait une communication qui soit faite sur un sujet, ça veut dire qu'il faut avoir embarqué la communication, la direction de la communication, bien en amont. Et donc, il n'est pas question, par exemple, vendredi à 18h, de se faire entendre dire, il faut me faire un communiqué pour lundi matin. Un communiqué sur quel sujet? Un communiqué sur ce dossier qui est essentiel. C'est essentiel pour l'entreprise, c'est clé pour le business. Ça fait 6 mois qu'on y travaille. Non. Si ça fait 6 mois qu'on y travaille et que le sujet est essentiel pour l'entreprise, alors on donne pas 2 heures ou un week-end à la communication pour faire son boulot. Non, elle a dû être embarquée bien en amont. Elle doit connaître, comprendre, elle a dû analyser le sujet, elle a dû réfléchir à des angles pour le traiter, à des porte-paroles pour le représenter, pour l'incarner, des journalistes qu'il va falloir approcher, que peut-être il a fallu travailler en amont, des réseaux sociaux sur lesquels on va programmer un plan de campagne, un plan d'action, peut-être de la publicité sous toutes les formes possibles et imaginables, des rédactionnels, des tribunes, que sais-je. Mais donc, on n'arrive pas à la dernière minute et puis la com se débrouillera pour faire le boulot. Nous c'est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à communiquer et ça se fait en quelques instants. Non, la com elle doit être embarquée, mais dès la stratégie jusqu'à la sortie. Et pourquoi dès la stratégie jusqu'à la sortie? Parce que quand on imagine que la communication va faire son boulot en quelques secondes, c'est qu'en fait on a une vision extrêmement réduite du métier de la communication et on ne la voit comme que fabricant des outils, fabricant le livrable final. Mais non, ça c'est une vision trop ancienne de la communication, celle d'un service support. La communication, c'est une fonction stratégique. Elle a participé à la réflexion depuis le début et à la toute fin de son travail. Oui, elle produira des livrables pour livrer l'intelligence qu'elle a fabriquée. Mais la communication, elle est là pour produire de l'intelligence, pas pour fabriquer des outils. Comment tu réussis à être intégré dans tous ces grands projets? Parce que c'est ce que je me suis toujours demandé. Moi, j'ai toujours été du côté agence, donc j'arrive à la fin. C'est quand tu étais DIRCOM, tu aurais pu me briefer, etc. C'est ce que font mes clients. Mais je me suis toujours demandé, très sincèrement, comment on fait pour réussir à rentrer dès le début, dès l'embryon du projet, en disant n'oublie pas que la com est là parce que ça va un jour ou l'autre te servir. Sincèrement, il faut faire preuve de quoi? D'omnipotence, d'omniscience? Non, c'est une question d'autorité d'abord, d'autorité professionnelle, et c'est aussi beaucoup, et ça va avec l'autorité professionnelle, une question de positionnement dans l'organisation. Si le patron de l'entreprise ou de l'organisation pour laquelle tu travailles ne considère pas ta fonction comme étant stratégique, tu auras du mal à le faire croire ou comprendre aux autres. Donc c'est vraiment une question de positionnement et de relation forte avec le dirigeant. Et si le dirigeant dit mais la com d'abord elle est au COMEX ou elle est au CODIR comme toutes les autres fonctions stratégiques, c'est déjà un premier pas. Si la com ce n'est pas toujours le dernier sujet qu'on traitera en réunion de CODIR, s'il reste du temps, eh bien, c'est déjà aussi quelque chose de gagné, de la considération de gagné. Et puis après, c'est aussi son travail, son positionnement, son autorité. Je donnais l'exemple du communiqué de presse qui est demandé à 18h le vendredi pour le lundi matin. Si le DIRCOM dit non, alors là, tout d'un coup, ça pose un problème. Et il faut pas avoir peur à un moment d'aller au clash. Et on dit non, on peut pas dire non parce que on va tout mettre en péril. Non. C'est pas celui qu'on a oublié de prévenir en amont, qui met en péril s'il explique qu'il n'est pas capable de bien faire son travail parce qu'on ne lui en laisse pas le temps ou les moyens. Donc non, on peut créer un moment le clash aussi. Il faut choisir le bon clash éventuellement, et bien sûr. Mais il y a un moment, il faut aussi faire preuve d'autorité, de dire non, il y aura pas de communiqué de presse ce lundi matin parce que j'ai pas le temps de réflexion, j'ai pas le temps de compréhension, j'ai pas les ressources, je n'ai pas d'équipe à mobiliser pour faire ce travail dans un temps record, alors que tout le monde a pu faire son travail dans des temps normaux. Déjà, il faut se mobiliser de façon exceptionnelle dès qu'on a affaire à une crise, dès qu'on a affaire à des situations exceptionnelles. Donc le mode crise ne peut pas être le mode permanent pour tout traiter, tout travailler, et certainement pas pour travailler dans la précipitation des sujets qui paraissent fondamentaux, essentiels pour l'entreprise, et que tout d'un coup, pour ce qui est la partie com, on bâclerait le travail et on ferait ça comme on peut à la dernière minute, et puis tant pis si c'est pas bien fait, parce que de toute façon la com elle doit savoir faire son boulot, donc ça sera de la faute de la com. Non, ça c'est pas possible. Donc il faut faire preuve d'autorité. Je dis pas que ce soit facile, je dis pas que c'est possible tout le temps, c'est pas possible partout, et ce qu'il faut c'est chaque jour essayer de gagner un peu de terrain pour s'installer, pour s'imposer et prendre la place qui doit être la nôtre. On vous donne pas forcément votre place, alors il faut aller la chercher, il faut la prendre. Tu as été confronté à ça, peut-être en début de carrière, parce qu'après tu as commencé à avoir un nom et puis vraiment une aura qui faisait que tu étais le ministre de la communication en France, si je puis dire. Mais est-ce que c'est arrivé de te retrouver face à des directions qui finalement te disaient oui, il fait des trucs jolis, sympas et vite fait?
Alors, la réponse en 2 temps. En fait, j'ai eu la chance de toujours bosser pour des présidents ou présidentes d'exécutifs qui avaient une haute considération pour la communication, voire expliquaient ne rien y comprendre, mais juste avoir compris que c'était important et qu'il fallait laisser faire. Donc ça a été plutôt ma chance et aussi alors ça a aussi été ma façon de sélectionner les gens avec lesquels j'ai voulu travailler. Mais donc il y a une part de chance, il y a quand même chacun doit faire un pas à un moment ou à un autre. Donc je n'ai pas rencontré ce problème avec le dirigeant ou la dirigeante pour lesquels j'ai travaillé. En revanche, c'est souvent à l'échelon inférieur où là j'ai rencontré beaucoup de mes homologues dans les comités exécutifs ou dans les CODIR qui connaissaient mieux que moi mon travail, qui savaient mieux que moi faire les choses et qui portaient des jugements sur mon travail. Même si j'étais soutenu, là, j'ai dû souvent beaucoup me battre pour pouvoir faire mon travail correctement. Je peux te donner 2 exemples, 2 exemples rapides qui tournent autour de la carte de visite. Alors, c'est peut-être moins un sujet aujourd'hui, mais 2 sujets sur la carte de visite. Quand je suis arrivé à la direction de la com du groupe Altran, aujourd'hui qui a été racheté par Capgemini, donc Altran, c'était le leader mondial de l'innovation et de la recherche. J'ai réalisé que en fait entre les gens du groupe et les gens des pays et les gens des filiales, chacun utilisait des chartes graphiques différentes et chacun quelque part avait des cartes de visite différentes. Donc le premier travail que j'ai eu à faire, c'est déjà de mettre de la cohérence et de l'unité dans la charte graphique et de faire en sorte que tout le monde dispose et promeuve la même image et que chacun ait les mêmes cartes de visite. Et là évidemment, comme beaucoup qui nous écoutent ont dû le rencontrer, chacun avait une bonne raison et une explication pour expliquer que oui, la cohérence c'est essentiel pour l'entreprise, sauf pour lui, parce que lui, son activité, elle est pas pareille, elle est particulière, elle est spécifique. Et puis il se trouve que ce sont les mêmes personnes, et il y a des gens intelligents, ça fait du bien et ça fait plaisir, qui un jour, un certain nombre d'entre eux, ils étaient 7 exactement, se sont retrouvés chez un client et ont donné leur carte de visite au client. Et ils ont donné 7 cartes de visite différentes. Et là, ils se sont dit, mais en fait, on est ridicule. Comment est-ce qu'on peut prétendre être un grand groupe mondial? Et en fait, il n'y en a pas un seul qui a la même carte de visite. Et ça a été un déclencheur chez eux, ce qui leur a permis d'accepter ce que j'avais engagé. On leur donnait pas le choix et on leur demandait pas leur avis, mais au moins ça a fait tomber cette résistance. Et l'autre exemple, toujours autour d'une carte de visite, c'est quand j'étais le DIRCOM du groupe Géoservice, qui a été racheté par Schlumberger depuis. La difficulté de ce groupe, c'était d'avoir une image, un nom et un logo qui étaient assez anciens, assez vieillots, assez 70s, et qu'il n'était pas question de toucher parce qu'il était reproduit sur des centaines de milliers d'outils, d'appareils, de camions, de cabines partout dans le monde. C'était des services pétroliers. On était sur tous les continents, sur tous les océans. Donc, il n'était pas possible de toucher à l'image directe, en tout cas au logo, ni au nom évidemment. Mais la marque souffrait d'un vrai problème, elle apparaissait comme étant une petite marque franco-française alors qu'on était présent dans 55 pays dans le monde. Et en vue de la promotion et du rachat et de l'avenir de l'entreprise, il fallait vraiment changer l'image et lui donner une image qui était celle qui devait être la sienne, c'est-à-dire un groupe mondial présent partout sur la planète. Et j'ai choisi, le logo avait un bariolage tricolore qui correspondait aux 3 métiers, donc quelque chose d'assez classique dans les codes de communication et de logo, en tout cas de cette époque-là. Et moi, j'ai choisi d'utiliser ce bariolage pour en faire un arc-en-ciel et un arc-en-ciel autour de la planète. Et j'ai utilisé une planète avec cet arc-en-ciel qui était orange, vert, bleu, donc pas un arc-en-ciel traditionnel. C'est une planète sur un fond noir qui pouvait illustrer le dos d'une carte de visite. Tout ça avait été un petit peu reformaté et un peu reprofessionnalisé, mais les cartes de visite qui n'avaient pas de dos, tout d'un coup se retrouvaient avec un dos noir, avec un morceau de planète et un arc-en-ciel qui passait à travers au-dessus de cette planète. Donc le noir apportait un côté un peu premium et un peu plus quali et qui faisait oublier l'image un peu vieillotte et franco-camembert. L'arc-en-ciel permettait de repromouvoir et de positionner les 3 métiers de l'activité. Évidemment, surtout la planète montrait que nous étions partout présents dans le monde. Et là, un des VP du groupe, un ingénieur, donc puisqu'il était ingénieur, il connaissait mieux la com que tout le monde, est venu m'expliquer que le noir c'était moche, le noir il n'aimait pas, le noir c'était pas possible. Et je lui ai expliqué que mon travail n'était pas soumis à son approbation ni à la participation démocratique, et que donc c'était comme ça. Et donc il a décidé qu'il n'utiliserait pas la nouvelle charte et qu'il n'utiliserait pas les nouvelles cartes de visite. Puis il y a des rencontres mondiales pour les acteurs des activités pétrolières.
Et là, un certain nombre de collaborateurs de la boîte ont donné leur carte de visite pour échanger leurs coordonnées. Et là, ils n'ont reçu que des compliments de tous leurs homologues étrangers ou français d'ailleurs, mais c'est un métier très international. Et pour la première fois de leur vie, en rentrant, ils m'ont dit, pour la première fois de notre vie, on était fiers de donner notre carte de visite. On était fiers de l'entreprise pour laquelle on travaillait. Je n'ai plus jamais entendu parler que le noir puisse poser un problème parce qu'il fallait pas mettre du noir parce qu'on était dans le pétrole. Non, merci pour ces deux exemples. Alors c'est vrai que c'est le petit bout de la lorgnette, la carte de visite. On se dit, est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Ça existe toujours, fort heureusement, 2024. Mais c'est bien que tu aies calmé toutes ces ardeurs. Et j'espère que tu as su garder ton calme. Mais bon, l'homme qui a fait des arts martiaux doit le savoir. C'est pas pour rien que tu as monté Tenkan Paris. J'ai oublié de dire que, évidemment, tu étais le boss de Tenkan Paris et l'associé des cogiteurs. Nous saluons Madame Veil. Une autre punchline. Pas de pilotage de la communication sans plan de com. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux plus jeunes d'entre nous ce que c'est que le plan de communication, s'il te plaît, Fred? Bah, en fait, c'est assez logique c'est pas tellement une punchline, c'est une énorme évidence, enfin, comme parfois souvent les punchlines d'ailleurs, mais c'est une énorme évidence et c'est quelque chose de simple, mais on peut pas il est nécessaire de rappeler que on ne peut pas aller quelque part si on ne sait pas où on va. Alors oui, si on marche sans savoir où on va, on arrivera quelque part. Mais puisqu'il s'agit de servir une stratégie et des objectifs, donc mieux vaut quand même que les choses soient écrites. La communication, c'est un travail de l'écriture. Et donc écrire un plan de communication, savoir ce que l'on va faire, savoir écrire le pourquoi, je reviens toujours sur ces mêmes fondamentaux, et ensuite le décliner en action, le décliner, le programmer sur des périodes. Tout ceci, ça constitue un plan de com. Ça permet de partager aussi une vision avec ses équipes. Ça permet de suivre où on en est. Ça permet aussi éventuellement d'adapter, parce que c'est pas parce qu'on a un plan de com en janvier qu'en décembre il finira exactement comme il avait été écrit. Les choses peuvent évoluer pour des raisons internes, pour des raisons externes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais en tout cas on a une programmation, un plan qui est écrit, que l'on peut suivre, que l'on peut partager. On parle tous le même langage, on sait où on va, et puis régulièrement, on voit où on en est. Régulièrement, on le réadapte. Il y a des choses nouvelles qui peuvent arriver, il y a des choses qui peuvent en sortir. On peut prioriser. Mais voilà, le plan de com, en fait, c'est l'écriture du travail que va faire l'ensemble de la communication au service d'un objectif et d'une stratégie. On passe aux relations presse. Hyper important. Les relations presse ne sont pas mortes. Les relations presse ne disparaissent pas parce que les réseaux sociaux sont arrivés. Non, mais beaucoup l'ont imaginé à un moment ou un autre. Beaucoup le pensent aussi encore, pas nécessairement dans les métiers de la com, plutôt dans les gens qui ne connaissent pas la com. Et pourquoi faire des relations presse alors que maintenant il y a les réseaux sociaux? Non. Les réseaux sociaux, c'est clé, c'est essentiel, mais c'est en plus, c'est pas du tout à la place. Et les relations presse, ça reste une des compétences. Être un stratège des relations presse, ça reste pour moi une des compétences clés du communicant et du DIRCOM en particulier. Alors, on est bien d'accord, je suis très surpris que tu me dises que certains ont cru que les relations presse allaient disparaître ou vont disparaître. Bon, je t'avoue, je tombe un peu de mon cocotier. Bon, ok, pourquoi pas. Il fallait pas monter sur ton cocotier. Exactement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, les dinosaures ont bien disparu, mais là, quand même, c'est assez étonnant. Alors justement, je te lis une de tes phrases. Les relations presse, c'est du contenu, c'est de la relation, de la disponibilité. Bref, les relations presse, c'est du temps. Ça, pour moi, c'est absolument fondamental. Du contenu, c'est une évidence. On va pas écrire n'importe quoi, le contenu est roi. C'est une évidence pour nous, professionnels de la communication, mais beaucoup, quel professionnel des relations presse ne s'est pas un jour entendu dire je veux 3 communiqués de presse par semaine, alors qu'on a juste oublié de dire est-ce qu'on a 3 histoires à raconter par semaine, et est-ce qu'on a des journalistes qui sont capables d'absorber 3 fois des communications de notre part pour en faire quoi d'ailleurs? Est-ce qu'ils vont écrire 3 fois par semaine sur nous? Certainement pas. Mais voilà, cette notion de la quantité par rapport à la qualité ou au contenu. Donc oui, les relations presse, c'est d'abord, et encore une fois, comme tout ce qui est communication, du contenu. C'est de la relation. Dans relation presse, il y a le mot relation, donc normalement on doit pas se tromper, mais il est vrai que beaucoup pensent, toujours dans les gens qui ne font pas de relations presse, que les relations presse, c'est poster un communiqué de presse. Mais non, on n'est pas... Les professionnels de relations presse, ce sont pas des boîtes aux lettres qui postent des communiqués de presse. Oui, il y a un moment, il faut transmettre le travail qu'on a fait, sinon il sert à rien. Mais tout le travail qui va avoir été fait en amont et ce travail de relationnel, ce travail
qui permet d'ailleurs aux journalistes et aux communicants de devenir des tiers de confiance parce qu'ils se connaissent, parce que le communicant sait ce qu'attend le journaliste, sait ce dont il a besoin, et le journaliste connaît le communicant et sait ce qu'il peut lui apporter, sait qu'il peut avoir confiance en lui ou pas. Ben ce lien, ce qui prend du temps, confiance parce qu'on le décide ou en 5 minutes ou parce qu'on a bu un coup une fois ensemble, ben tout ce temps, c'est ce qui va permettre ensuite d'être très productif et d'être très performant en matière de relations presse. C'est de la disponibilité, évidemment, tu viens de l'expliquer. Et c'est de la disponibilité, d'une part parce que ça prend du temps, et c'est aussi de la disponibilité parce que quand le journaliste a besoin de toi, il faut être présent, il faut pouvoir te rendre disponible. Tu peux pas me dire, moi je veux qu'on parle de moi dans la presse, moi je veux être à la radio, moi je veux être au journal télévisé, mais qu'à chaque fois qu'un journaliste t'invite, ah ben non je ne peux pas, ah ben non pas aujourd'hui, ah ben non pas cette semaine, ah ben non pas ce mois-ci. Le oui est très important en relation presse. Si un journaliste vous contacte un soir pour vous dire est-ce que demain matin vous pouvez venir faire une matinale radio, ben il faut pouvoir, il faut répondre oui. Et s'il appelle à 8h pour 10h, il faut dire oui. S'il appelle à 10h pour 13h, il faut dire oui. Si c'est à 13h pour 16h, pour 19h, pour 20h, il faut dire oui. Et en tout cas, il faut être cohérent avec son souhait. Soit on a envie d'être visible, exposé, soit on a envie d'être médiatisé et de pouvoir s'exprimer publiquement. Et à ce moment-là, on se rend disponible. Soit on n'a pas ce besoin, on n'a pas cette envie, on ne le souhaite pas. Alors à ce moment-là, on peut ne pas faire de relations presse et c'est autre chose. On ne fait pas de communication, mais on peut pas et à la fois vouloir faire parler de l'entreprise ou de sa personne et être présent dans les médias, mais ne pas s'en donner les moyens. Et s'en donner les moyens, ça commence aussi. Enfin, un des moyens, c'est la disponibilité que l'on doit aux journalistes et aux médias. Et le journaliste auquel vous dites oui va vous recontacter. Celui auquel vous avez dit non ne vous recontactera que quand tous ceux à qui disent oui d'habitude auront dit non, parce qu'il y aura plus que vous. Mais le journaliste, si vous lui dites non une fois, non 2 fois, ben, il vous proposera pas une 3e fois parce qu'il utilisera d'autres personnes. Ce qui peut parfaitement se comprendre, on n'est pas seul dans le monde. On n'est pas seul au monde et le journaliste, il a beaucoup de travail, il a peu de temps, il a besoin d'avoir des relations faciles. Donc quand il entretient des relations faciles avec certains de ses correspondants, ben, c'est toujours ces personnes-là qui seront privilégiées et les autres qui ne le seront pas. Et pire, si vous dites oui et que vous plantez le journaliste, là vous serez carrément blacklisté à tout jamais. Et là aussi c'est compréhensible puisque vous l'aurez pénalisé dans son activité professionnelle. Ben, vous l'aurez planté tout simplement. Donc ça se comprend parfaitement. Il y a beaucoup de gens chez les communicants qui ont plutôt tendance, ou peut-être pas nécessairement chez les vrais communicants, pardon. Il y a des gens qui considèrent que le journaliste c'est un peu un ennemi. Un ennemi. Que c'est un emmerdeur, pardon de l'expression. C'est pas vrai. Le journaliste n'est pas du tout un ennemi, il n'a pas non plus vocation à devenir un ami, mais c'est un professionnel comme le communicant. Donc voilà, c'est deux professionnels qui doivent se considérer et travailler ensemble en professionnel. Et si je peux me permettre de faire la promo non pas d'un concurrent du décodeur de la com, mais c'est très complémentaire, j'ai enregistré à la demande de Media Connect, c'est une des filiales de l'AFP, une série de chroniques qui reprennent, c'est la seconde série de chroniques qui sont maintenant diffusées par Media Connect. Donc c'est en accès libre, hein, on peut y accéder directement sur les contenus éditoriaux de cette salle de presse numérique. Et ça fait partie toutes les questions que tu viens d'évoquer à l'instant font partie des questions que j'ai traitées dans ces chroniques. Le fait de dire oui, est-ce que le journaliste est un ennemi ou un ami, toutes ces questions-là, je les traite chronique par chronique méticuleusement pour essayer de bien montrer la bonne façon de travailler entre communicants et journalistes. On n'est pas des concurrents, on n'est pas des ennemis, on est des professionnels qui vont faire notre travail et pour cela on doit se connaître aussi. Merci de le rappeler, c'est extrêmement important, même pour ceux qui sont des communicants, qui font pas nécessairement des relations presse, parce que il y a beaucoup de métiers dans la com, mais bon, on reviendra à ça tout à l'heure, mais il faut le rappeler. Le journaliste, c'est pas l'ennemi, c'est pas un fouille-merde. J'ai encore des gros mots, j'en suis désolé, mais il y a beaucoup de gens qui pensent encore ainsi en 2024 et dans les années à venir, et non, ça n'a strictement rien à voir avec ça. Et pour Media Connect, c'est vachement bien, je tiens à le dire, je tiens à les saluer. J'ai vu les coulisses, je trouve que c'est extrêmement bien fichu et on te voit, tu es tout seul dans le décor. Hein. Alors, c'est dans l'immense, ça se tourne dans l'immense studio photo de l'AFP, au siège de l'AFP. Donc c'est des moyens professionnels formidables avec des équipes aussi de l'AFP. Donc voilà, ouais, c'est un très beau boulot. La première série a très bien fonctionné, donc c'est pour ça qu'ils m'ont proposé de reprendre du service. Voilà, c'est un partenariat éditorial gagnant-gagnant. Et moi je les remercie, c'est formidable qu'ils me donnent cette tribune pour valoriser le travail de la communication et donc plus particulièrement des relations presse, et aussi de l'intelligence collective que doivent avoir les communicants et les journalistes. Donc c'est super. Moi j'ai toujours adoré les relations presse, j'ai toujours été très investi dans les relations presse.
parce que, comme je le disais, pour moi, les relations presse, c'est absolument clé. C'est vraiment une compétence clé dans la communication. Ça l'est toujours, et donc je continue de valoriser l'importance des relations presse. Et c'est vrai que c'est aussi une des parties de la com dont on parle très très peu, et souvent les agences de RP, les attachés de presse, les conseillers presse me disent merci de parler de nous, parce qu'on parle toujours de la com, mais on parle jamais des relations presse. Un métier de l'ombre, un métier de la discrétion, un métier de labeur. Quand on dit que c'est de la disponibilité, oui, l'attaché de presse ou la personne qui fait les relations presse pour un dirigeant ou un politique, parfois doit se lever à 4 heures du matin pour l'accompagner faire une matinale, avec pas d'autre utilité quelque part que d'être présent, d'être rassurant, de lui donner de la chaleur. C'est pas vous qui parlez, c'est pas vous qui faites l'émission, mais vous êtes là pour accompagner, pour donner quelques derniers éléments, pour de partager une actualité qui vient de tomber juste avant de rentrer sur un plateau. Donc là aussi, c'est un gros travail de disponibilité, de présence et de connivence, de complicité intellectuelle. Donc il y a des liens très forts entre les gens qui font des relations presse et puis ceux pour lesquels ils travaillent, parce que il y a vraiment un fort besoin de confiance aussi entre relations presse et personnes pour lesquelles vous faites les relations presse. C'est limite votre jumeau, c'est absolument fondamental, et c'est, comme tu le dis très justement, vraiment un métier de l'ombre. Il y a rarement des attachés de presse qui sortent du lot, c'est très 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 rare, même quand ce sont des indépendants. Qui sortent du lot, si, certaines, si, j'allais dire certainement si, mais pas qui sont exposés. Pardon, voilà. Je me suis mal exprimé, exactement, pardon. Qui sortent du lot parce qu'il y en a d'excellents et qui sont connus comme tels, il y en a des excellents qui doivent pas être connus, mais la liste est tellement longue des gens qui sont fabuleux dans les relations presse, mais on ne les connaît pas parce que le propre de leur métier, c'est d'être derrière leurs clients. On est d'accord, ils ne prennent pas la lumière, comme on dit, sous les arcanes maçonniques. Oh là, alors attention, celle-là, elle est belle. Et merci de l'avoir écrit. La RSE, ce n'est pas de la com. Et oui, c'est un des travers avec l'arrivée du développement durable, puis de la RSE, puis CSG, quel que soit le logo, quel que soit l'acronyme, on a toujours eu un peu tendance à imaginer que derrière ce sujet clé et qui est une nouvelle valeur pour l'entreprise, et de plus en plus regardée notamment dans les notations extra-financières, on a fait de ce sujet, où on risque parfois de faire de ce sujet qu'un sujet de communication. Oui, on peut communiquer sur la RSE, et oui, il est intéressant de communiquer sur la RSE. On n'est pas obligé d'ailleurs de n'en faire qu'un sujet de valorisation, mais assurément, ce n'est pas de la com. C'est un sujet à part entière, un sujet, personnellement, je recommande d'attacher au plus haut niveau de l'entreprise, donc à la direction générale ou à la présidence de l'entreprise. Et donc, un sujet sur lequel il faut, et l'entreprise peut se valoriser en faisant de la com, mais ce n'est pas pour autant un sujet de com, pas plus que la finance, pas plus qu'autre chose. Merci à toi. Alors merci de le dire, parce que ça fait des années que je dis que les directions de la communication et de la RSE qui sont mélangées. Alors tu l'as eu chez Foncia, ce titre-là. Je l'ai eu à peu près pendant 20 ans dans l'entreprise. Je l'ai eu pendant 20 ans dans l'entreprise, mais sans qu'il y ait un amalgame entre ce qu'était la communication et ce qu'était le développement durable ou la RSE. Et d'ailleurs, au sein de mes équipes, j'avais toujours un dirigeant, un N-1, un directeur ou directrice qui avait ce pilotage en charge et qui n'était pas un communicant, c'était une personne qui avait des compétences spécifiques pour mener ces dossiers-là. Donc ça m'était rattaché. Alors que ce soit bien ou que ce soit pas bien, c'est un autre sujet. Ça m'a été rattaché, mais je n'ai pas fait l'amalgame, et j'ai accompagné la communication de ces sujets, mais j'en ai pas fait des sujets de communication, et ça n'a jamais été considéré comme étant que de la communication. Alors félicitations à toi, parce que souvent c'est finalement un blanc-seing pour le greenwashing, et puis faire que des très jolis visuels avec des enfants ou des campagnes ou des mapmondes ou la mer, une forêt, tout ça. Bon, j'en peux plus. Ça suffit. Ça suffit. Excuse-moi, Fred, je suis en train de m'énerver pour cette 100e, mon Dieu. Mais tu as raison de le rappeler. Et heureusement, c'est très bien que tu le dises. Oui, il peut y avoir, je suis pas très très fan, mais il peut y avoir la direction de la communication et de la RSE, mais les personnes ou la personne qui s'occupe de la RSE, c'est pas nécessairement un communicant. S'il a ce talent-là, félicitations. Mais la RSE, c'est autre chose, mon sang. C'est tout à fait autre chose. Personnellement, j'aurais plutôt préféré, même si ces sujets me passionnent, j'aurais plutôt préféré ne pas avoir à les piloter en direct, parce que ça représentait aussi une charge mentale importante et un poids vraiment très différent de celui de la com. Donc c'était une charge dont je me serais bien passé, mais je l'ai fait avec plaisir. Comme je dis, ces sujets m'intéressent, mais c'est bien mieux que ce soit traité et piloté par des gens dont c'est uniquement le métier. De la même façon, quand c'est pas la com, souvent on le met au RH. C'est pas bien davantage RH. Oui, il y a toute la dimension sociale et RH, mais
c'est pas pour autant que ce soit un sujet RH. C'est bien, je pense qu'il est temps aujourd'hui, notamment dans les grands groupes, que ce soit une fonction à part entière et qu'elle soit directement rattachée au comité de direction, au COMEX, aux dirigeants, comme toute autre fonction de ce niveau.